Un organiste disparu, un testament énigmatique et un village plongé dans le silence. Bienvenue aux nuits criminelles. Je suis votre hôte, Johan. Dites-moi, d'où écoutez-vous? Vos commentaires donnent vie à cette chaîne. Commençons. C'était le genre de matinée de fin de printemps qui rendait le village de St. Mildred presque trop pittoresque pour être réel. Chèvrefeuilles et clématites s'enroulaient nonchalamment sur les murs blanchis à la chaux du jardin, et le léger parfum d'herbes coupées flottait dans la brise. Le bavardage des enfants de chœur résonnait faiblement dans le cimetière, se mêlant au doux bourdonnement des abeilles du jardin du presbytère où l'on dressait les tables pour la messe annuelle. Déjeuner de la journée des cadeaux de printemps. Comme toujours, l'événement se déroulait sous l'œil attentif de Madame Amelia Galbraith, l'épouse du pasteur, qui considérait cet événement non seulement comme une collecte de fonds pour l'Église, mais aussi comme une inspection spirituelle de chaque personne présente. La salle des fêtes avait été aérée, les compositions florales avaient été approuvées et corrigées par la Guilde des femmes, et l'après-midi devait se terminer par un bref récital d'orgue donné par le toujours fiable Monsieur Leonard Carwithen, organiste de longue date de l'Église et homme d'une ponctualité irréprochable. Ce matin-là, cependant, la ponctualité était notablement absente. À 10h30 exactement, alors que M. Carwithen était censé répéter son hymne d'ouverture, une interprétation modeste mais émouvante de « Conduisez gentiment la lumière », il ne se présenta pas, ce qui n'était pas vraiment surprenant au premier abord. Après tout, Léonard vivait seul dans la vieille maison du jardinier à l'orée du bois de Bindle, et sa tendance à flâner à travers les haies, parlant à lui-même et à Dieu à parts égales, était bien connue. Mais quand 11 heures arrivèrent, sans un mot, Madame Galbraith pinça les lèvres en une seule ligne menaçante. « Nous ne pouvons pas simplement supposer il arrive », annonça-t-elle en redressant une serviette lilas avec une force inutile. « Ce n'est plus un jeune homme. L'un de vous, les gars, descend vite à sa maison. Maintenant, s'il vous plaît. » C'était le jeune Geoffrey Barnes, âgé de 13 ans, armé de jambes grêles et d'une curiosité bien trop grande pour sa silhouette, qui s'est précipité sur le chemin de l'église, coupant à travers l'allée de gravier bordée de rosiers et disparaissant derrière la porte des baisers. 10 minutes plus tard, il revint essoufflé et étrangement silencieux. « Eh bien ?» demanda Madame Galbraith. Geoffrey cligna des yeux. « La porte est ouverte. La bouilloire déborde. Mais M. Carwithen n'est pas là. » À midi, les murmures avaient recommencé à circuler. Il s'était simplement égaré. Il était tombé malade et était allé à l'hôpital. Peut-être, murmuraient certains, avait-il enfin fait ce que font parfois les hommes seuls. C'est à ce moment-là que Miss Marple, assise tranquillement près de l'arche de clématite, une tasse de darjeeling léger posée sur ses genoux, rangea délicatement ses gants de dentelle dans son sac à main et se leva. Elle ne dit rien, ni ne fit d'histoire. Elle se leva simplement de sa chaise avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui savait que lorsqu'on laissait la bouilloire déborder, quelque chose de terriblement grave s'était produit. Elle se dirigea vers l'allée du presbytère, lentement, mais résolument. Non pas en quête de drame, mais de détails. La loge de M. Carwithen se dressait nichée sous un fouillis de vieux ormes, sa cheminée en briques penchant dangereusement, comme si elle menaçait de s'effondrer. La porte était bel et bien entr'ouverte, comme l'avait dit le garçon. À l'intérieur, le cottage conservait une impression de normalité interrompue. Une pantoufle oubliée dans un coin, un plat séchant maladroitement sur l'égouttoir, et une Bible ouverte sur la table, lisant les psaumes. La bouilloire avait brûlé sur la cuisinière. Miss Marple éteignit la flamme d'un léger mouvement des doigts. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni chaise renversée, ni vitre brisée. Mais un petit détail la fit froncer les sourcils. Le tiroir de la table d'appoint était ouvert, et un morceau de parchemin, un rectangle rigide et jauni, en dépassait à moitié, comme si quelqu'un avait commencé à le retirer, mais avait été distrait. Un instant plus tard, le vicaire, le révérend Lionel Galbraith, arriva,
interpellé par l'hystérie croissante de sa femme. « Mademoiselle Marple, dit-il essoufflé par la promenade, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que Léonard est simplement parti se promener. » Miss Marple sourit poliment. « En effet, révérend, peut-être. Mais je me demande si vous savez si M. Carwithen a jamais modifié son testament. » La question le prit au dépourvu. « Sa volonté? Bonté divine? Je n'en ai pas la moindre idée. Pourquoi me le demandes-tu? Oh, sans raison, dit-elle doucement. Sauf que ce tiroir contient ce qui semble être un très vieux testament, ou une partie d'un testament, d'apparence légale. Ça ne ressemble pas du tout à M. Carwithen de le laisser à moitié ouvert comme ça. Elle ne mentionna pas la légère trace de cendre de pipe sur le rebord de la fenêtre. Inhabituelle, Léonard ayant arrêté de fumer 5 ans auparavant, ni la tache étrange près du bord du tapis, qui, pour un observateur attentif, aurait pu suggérer quelque chose de bien plus sinistre qu'une goutte de vin renversée. Le lendemain matin, Léonard Carwithen était officiellement porté disparu. L'inspecteur Graves arriva de la police du comté, et les rumeurs se multiplièrent. Madame Dalrymple, l'épicière, jurait avoir vu Léonard à sa boutique 2 jours plus tôt, se disputant à propos d'une boîte d'anchois. Monsieur Birkett, le marguillier, murmura que Léonard était de plus en plus distrait, racontant des secrets à la sacristie. Et le jeune Geoffrey murmura quelque chose à propos d'une ombre dans les bois la veille au soir. Grande, large, et certainement pas Monsieur Carwithen. Et pendant ce temps, Miss Marple sirotait son thé dans le jardin, tricotant tranquillement et observant le subtil dénouement d'un enchevêtrement très humain. Un homme ne disparaît pas sans laisser quelque chose derrière lui. Un secret, un péché, un testament. Et si Miss Marple avait raison, comme c'était souvent le cas, cette disparition n'était pas le début d'une tragédie. C'en était le milieu. Le calme se fissure alors que la spéculation prend racine. Au milieu de paix, la matinée du 2e jour de la disparition de Léonard Carwithen, Sainte Mildred était devenue une bouilloire bouillante de spéculation, et cette fois, personne n'était là pour éteindre la flamme. La réaction du village suivit un rythme prévisible, comme toujours en pareilles circonstances. L'inquiétude céda la place à la curiosité aux ragots, et les ragots aux accusations subtiles, le tout sur un ton suggérant une supériorité morale, une sympathie voilée ou une satisfaction voilée, selon qui parlait et qui écoutait. Dans l'unique épicerie et salon de thé de High Street, Madame Dalrymple prenait sur elle de tenir chaque client au courant des derniers développements, qui n'était souvent rien de plus qu'un changement de ton ou d'inflexion par rapport au récit précédent. Je lui ai dit la semaine dernière, « Monsieur Carwithen, votre petit chemin près de Bindleswood est bien trop isolé. »« Pour un homme de votre âge, » déclara-t-elle son tablier saupoudré de farine. Il a simplement hoché la tête de sa voix calme. « Vous connaissez le chemin, presque hanté. »« Eh bien, je n'ai jamais entendu dire qu'il était hanté, » murmura Madame Arkwright, venue chercher du sucre d'orge, mais qui parcourait maintenant les conserves avec une distraction feinte. « Mais j'ai entendu dire qu'il avait un neveu dans le Sussex. Il s'est mis au jeu, je crois. »« Oh oui, Bernard. Ou peut-être était-ce Harold, » songea Madame Dalrymple. « Celui qui voulait de l'argent pour cette horrible moto. Imaginez, essayer d'extorquer son propre oncle, très peu chrétien. Et quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il avait eu une sorte de brouille avec Mademoiselle Brindle ?» La voix de Madame Arkwright baissa. Elle se comporte de façon étrange depuis le déjeuner. « Oh, elle agit toujours bizarrement, » dit Madame Dalrymple, avec délectation. « Mais oui, il y a été quelque chose d'assez glacial entre eux ce jour-là, maintenant que tu le dis. »« Frosty, » répéta Miss Marple doucement, presque pour elle-même. Elle se tenait un peu en retrait dans la boutique, feuilletant une fine bouteille de sirop de clous de girofle, comme si elle n'avait rien entendu. Les 2 femmes sursautèrent. « Oh, Miss Marple !» s'exclama Madame Dalrymple, troublée. « On était justement, eh bien c'est terriblement inquiétant, n'est-ce pas, à propos du pauvre Léonard. »« Oui, » dit Miss Marple en posant la bouteille, « c'est vraiment inquiétant.
surtout quand le village commence à préparer des explications avant même que les faits ne soient connus. Madame Arkwright rougit légèrement, mais Madame Dalrymple se hérissa. « Eh bien, personne n'aime être pris au dépourvu, Miss Marple. Les gens aiment comprendre ce qui se passe. »« Tout à fait, » acquiesça Miss Marple, « même si souvent nous comprenons très peu et faisons beaucoup de suppositions. » Et sur ce, elle prit sa boîte de biscuits et partit, laissant derrière elle un parfum de lavande et d'implication. Commissariat, un petit bâtiment en briques juste à l'extérieur de la place principale, l'inspecteur Graves était assis derrière un bureau, sur lequel s'accumulaient des dossiers qui semblaient tous bien trop ordinaires pour dissimuler quoi que ce soit de particulièrement palpitant. Homme pragmatique et peu tolérant au drame du village, il considérait l'affaire comme une simplicité déplacée. « Nous avons fouillé le bois, » dit-il au vicaire, qui était entré sous prétexte d'offrir son aide, mais qui était visiblement secoué. Aucun signe de lutte, personne, aucune trace de violence. Mais quelque chose doit. Cela aurait pu arriver, a insisté le révérend Galbraith. La porte était ouverte, la bouilloire. Oui, oui. Et peut-être qu'il s'est simplement égaré et s'est effondré. Ou qu'il a eu une crise d'amnésie. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ce type est un solitaire. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un disparaît de sa vie par ennui. Je ne pense vraiment pas que l'ennui soit un motif plausible, dit le vicaire mal à l'aise. Léonard devait jouer cet après-midi-là, et il avait lui-même choisi les cantiques. Il était très précis sur ce point. Graves grogna mais prit note. Toujours pas de rançon, pas de mots. Juste disparu. À cet instant, on frappa poliment à la porte du bureau, et Miss Marple entra, l'air aimable, et ferme comme toujours. Elle portait un petit paquet, enveloppé dans du papier kraft et ficelé avec soin. « Bonjour, inspecteur. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. » Graves prit le paquet, les sourcils levés. À l'intérieur, niché entre du papier de soie, se trouvait le parchemin qu'elle avait vu dépasser du tiroir de M. Carwitton. Un document juridique. On dirait un testament, dit-elle doucement. Je l'ai trouvé dans le tiroir près de sa fenêtre. Il avait été partiellement retiré, comme si quelqu'un avait été interrompu pendant son examen. Graves fronça les sourcils. « Et qu'est-ce qui vous a donné ?»« Envie de fouiller dans ces tiroirs, Miss Marple. Oh, je ne l'ai pas fait, » répondit-elle d'une voix douce. Le tiroir était déjà ouvert. N'importe qui aurait pu le remarquer. J'ai simplement... Faites attention. Graves marmonna. Quelque chose à propos d'un détective amateur et porta le document à la lampe pour l'examiner de plus près. Il datait de 2 ans. Le principal bénéficiaire était l'église Sainte Mildred, plus précisément un fonds pour réparer le toit de la sacristie. Une petite somme pour son neveu, et curieusement, rien pour qui que ce soit d'autre. Bizarre, marmonna Graves. Même pas une mention de mademoiselle Brindle. Il n'était pas proche? Tout près, dit doucement Miss Marple. Autrefois. Graves se gratta le menton. Tu crois que c'est pertinent? Je crois, dit Miss Marple, que lorsqu'un homme disparaît le jour où il devait se produire et qu'un document légal est retrouvé exposé mais intact, cela suggère qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir précipitamment et que quelqu'un, peut-être, voulait s'assurer qu'il ne revienne pas. Graves la regarda. « Tu penses que c'est un acte criminel ?»« Je pense, » dit-elle avec un léger sourire, « que les gens ne disparaissent pas toujours pour les raisons qu'ils sont censés avoir. Et que dans des villages comme le nôtre, les racines d'une disparition sont souvent profondément ancrées dans le passé. » Pendant ce temps, dans son cottage, juste derrière la chapelle, Miss Brindle était assise dans un fauteuil à haut dossier, les mains légèrement tremblantes, au-dessus de son tambour à broder. Elle n'avait pas ouvert sa porte de la journée. Depuis le déjeuner, elle avait l'air pâle plus que d'habitude, hantée. La vieille photographie sur la cheminée, celle de la chorale de l'église, datée de 1927, semblait l'observer assise. M. Carwitton se tenait au fond du groupe sur cette photo, un demi-sourire à la main, posé sur l'épaule de Mademoiselle Brindle beaucoup plus jeune. Elle prit une inspiration tremblante
et mit son ouvrage de côté. Puis, presque comme forcée, elle se leva, ouvrit un tiroir du buffet et en sortit une enveloppe jaunie. Le rabat était usé, son contenu encore inconnu. Elle lut la lettre à l'intérieur. Puis, lentement, elle se mit à pleurer. Enquête. Silencieuse, fils délicat, détaché à Sainte Mildred, on reconnaissait généralement que Miss Marple avait un talent particulier pour découvrir la vérité sans jamais poser de questions directes. Elle avait une manière de paraître innocemment curieuse, comme si elle observait simplement le monde, en soignant ses delphiniums ou en discutant de la qualité des scones au thé de la Guilde des femmes. Et pourtant, lentement, mais sûrement, les choses se sont éclaircies. Au 3e jour de la disparition de M. Carwitton, tandis que l'inspecteur Graves s'occupait d'interrogatoires officiels et de déclarations de plus en plus exaspérées sur le fait de ne pas tirer de conclusions hâtives, Miss Marple avait déjà commencé sa propre enquête, beaucoup plus subtile. Elle ne commença pas par le lieu de la disparition, mais par les personnes qui avaient été les plus proches de Léonard les jours précédents. Le déjeuner au presbytère avait été la dernière fois que quelqu'un l'avait vu. Cela lui donnait une fenêtre étroite pour observer les comportements, ceux qui changeaient et ceux qui évoluaient depuis un certain temps. Sa première visite fut au presbytère, où Madame Galbraith arrangeait des fleurs dans un état de décorum déterminé. Je me demande, commença Miss Marple en ébouriffant doucement un pétale tombé de côté, si M. Carwitton avait l'air bien dans sa peau dimanche. Il m'a semblé un peu pâle, peut-être distrait. Madame Galbraith renifla. Distrait est un mot gentil. Il refusa l'agneau disant qu'il était trop rose, et il était très exigeant quant au choix des cantiques, insistant sur demeurer avec moi, même si ce n'était pas prévu. Pourtant, je suppose qu'il a toujours été un peu capricieux. « Vous avez dû bien le connaître au fil des années », murmura Miss Marple. « Oh, pas particulièrement. On voit souvent des gens sans vraiment connaissance eux. Il restait seul. Il aimait la musique. Il prenait son thé au citron et sans sucre. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Lionel disait toujours qu'il était trop fier pour demander de l'aide. » Cette dernière remarque prononcée en aparté attira l'attention de Miss Marple. Il avait alors besoin d'aide? Madame Galbraith hésita. « Eh bien, je parle simplement de manière générale. Vivre seul, vieillir. J'imagine qu'il y avait des choses qu'il trouvait difficiles. » Miss Marple inclina la tête. « En effet, l'orgueil peut être une chose curieuse. Parfois, c'est la raison même pour laquelle on garde des secrets. » Du presbytère, elle se dirigea vers le cottage de Mademoiselle Brindle. Les rideaux étaient tirés malgré le soleil, et la porte mit plusieurs minutes à s'ouvrir. Lorsqu'elle s'ouvrit, Mademoiselle Brindle semblait ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, sa bouche pincée. « Je ne souhaite pas parler à la police », a-t-elle déclaré immédiatement. « Oh non, bien sûr que non », répondit Miss Marple. « Je n'oserais même pas vous le demander. Je voulais juste vous rendre votre fil à broder. Je crois que vous l'avez prêté à Miss Armand à la réunion de la Guilde. Il était bleu pâle, n'est-ce pas ?» Miss Brindle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Oui, je suppose que c'était le cas. » Ils restèrent un moment, gênés, avant que Miss Marple ne poursuive. « Puis-je entrer un instant ?» Le vent s'est levé. À l'intérieur, le salon était propre, mais inhabituellement étouffant. Une légère odeur de camphre persistait sous le vernis à la lavande. Le regard de Miss Marple, pourtant exercé, captait les traces d'un chagrin trop intime pour être vécu. Une enveloppe fermée sur le buffet, une tasse de thé posée sur la soucoupe, son contenu maintenant froid. « J'imagine que vous aimiez beaucoup Monsieur Carwitton, » dit-elle doucement. Mademoiselle Brindle s'assit sur une chaise. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elles se posèrent sur ses genoux. « Nous étions fiancés il y a longtemps. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. »« Oui, oui, » répondit Miss Marple d'une voix douce. « Il y avait une photo au bazar de l'église il y a quelques années. Vous aviez l'air très heureux, tous les deux. » Les lèvres de Mademoiselle Brindle tremblèrent en un léger sourire. « Nous l'étions.
Mais les choses changent. Il a changé. Après l'accident, Miss Marple inclina légèrement la tête. Accident? Son frère, Albert, est mort dans un accident de voiture en 1943. Léonard ne s'est jamais vraiment remis du choc. Il s'est replié sur lui-même. Et puis, quand il a repris les affaires d'Albert, il y a eu, disons, des désagréments. Financiers? Mademoiselle Brindle hocha la tête. Il y avait une confusion avec la succession, des disputes avec le notaire. Il se sentait toujours floué, même si je ne lui demandais jamais trop de détails. Cela le rendait méfiant. Et pourtant tu es resté proche? Il y eut une longue pause. Non, dit finalement mademoiselle Brindle. On a dérivé. Il s'est méfié des gens. Il croyait que quelqu'un avait falsifié une partie du testament, mais il n'a jamais pu le prouver. Miss Marple se pencha légèrement. En avant. A-t-il dit qui il soupçonnait? Non, murmura mademoiselle Brindle, seulement que c'était quelqu'un du village, quelqu'un qui avait été injustement favorisé. Miss Marple quitta le cottage dans un silence pensif. Le vent s'était levé, et les haies le long du sentier oscillaient doucement, en accord avec ses pensées. Une dispute autour d'un testament, un homme accablé de soupçons, un organiste disparu et un testament réapparu. Elle passa devant l'église et s'arrêta, observant la vieille sacristie. Les vitraux étaient couverts de poussière, mais la serrure de la porte latérale semblait fraîchement huilée. Elle en prit note. Puis elle entra dans l'église elle-même, vide et résonnante, à l'exception du tic-tac lointain de l'horloge. Murale en cuivre. L'orgue, un magnifique instrument ancien construit en 1894, se dressait au-dessus du chœur. Miss Marple s'en approcha lentement. Il y avait une clé dans le tiroir du banc. Elle appuya sur une note. Le mi grave vibra tristement. Le registre posé sur l'orgue, habituellement rempli de morceaux du dimanche et de notes liturgiques, présentait une page déchirée vers la fin. Pas complètement déchirée, mais suffisamment pour suggérer qu'elle avait été arrachée brutalement. Elle le retourna. Dans la marge, griffonnée, à peine lisible, se trouvaient les mots suivants « Il sait ». Il doit agir vite. Miss Marple le contempla longuement, puis se tourna vers les rangées de bancs derrière elle. Elles étaient vides maintenant. Mais combien de secrets avait-elle renfermés au fil des ans? Et combien de regards, de murmures et de silences avait-il eu lieu sous le regard serein des saints des vitraux? Elle savait, aussi sûrement qu'elle connaissait le nombre de points de son dernier châle, que M. Carwithen n'avait pas disparu de son propre chef. La question était qui l'avait réduit au silence. Et pourquoi? La certitude grandit dans certains milieux, mais Miss Marple reste sceptique à la fin de la semaine. La disparition de Léonard Carwithen était passée d'un simple sujet de conversation anxieuse au village à une enquête officielle, marquée par des pas fermes et des notes de la police. L'absence n'était plus considérée comme curieuse, ni malheureuse, ni même préoccupante. C'était désormais officiel. Une disparition avec de fortes suspicions, voire une déclaration d'acte criminel. L'inspecteur Graves, toujours plus actif que nuancé, avait commencé à affiner le champ des recherches. Après tout, un village comme St. Mildred's était une mosaïque facile à gérer. Avec un nombre limité de fils, le motif devait bien finir par émerger. Il venait de terminer son interrogatoire de M. Alfred Bristow, le marguillier, lorsqu'il convoqua une réunion discrète dans la sacristie, désormais réquisitionnée pour les besoins de l'enquête. Dossiers et notes avaient envahi l'espace habituellement immaculé, et le candélabre en laiton de l'église avait été écarté pour laisser place à un plan du village et des ruelles environnantes, établies par la police. Graves se tenait devant le vicaire, le révérend Galbraith, et parlait d'un air définitif. Il faut se rendre à l'évidence, le cottage de M. Carwithen a été quitté d'une manière incompatible avec une absence volontaire. Le testament remis par Mademoiselle Marple est authentique, et il n'a reçu récemment aucune visite, à l'exception d'un livreur et de Mademoiselle Brindle. S'il y a eu une altercation, elle impliquait probablement quelqu'un qu'il connaissait bien, quelqu'un
qui l'aurait laissé entrer dans la maison. Le vicaire, pâle et de plus en plus hagard sous la tension du drame qui se déroulait dans sa paroisse, joignit fermement les mains. « Qu'avez-vous un suspect, inspecteur ?» Graves hocha la tête. « Mademoiselle Brindle. » La pièce semblait devenir plus froide. « Pardon. » Le révérend Galbraith se pencha en avant, incrédule. « Béatrice Brindle, c'est... Eh bien, c'est un pilier de la paroisse. »« Exactement. Ce qui lui a donné accès à la maison, » répondit Graves. « Ils ont été fiancés, d'après Miss Marple et d'autres. Elle lui rendait encore visite de temps en temps. Ils se sont disputés au déjeuner, comme le confirment de nombreux témoins, et elle vit recluse depuis. » Le vicaire hésita. « Mais ce n'est sûrement pas la preuve de quoi que ce soit. » Graves sortit un morceau de papier plié. On l'a trouvé dans sa poubelle, récupéré ce matin, déchiré, mais lisible. Il le lui tendit. La note était écrite d'une écriture soignée et penchée. Si vous parlez du testament, je parlerai de ce qui s'est passé en 43. Vous savez ce que cela signifierait. Il n'y avait aucune signature, aucun contexte, mais l'implication était lourde. « Chantage ?» murmura le vicaire. Graves hocha la tête d'un air sec. « Ou une confrontation qui a dépassé les bornes. » À midi ce jour-là, la nouvelle que Miss Brindle était une personne d'intérêt avéré fait ses inévitables rondes. Il se déplaçait à une vitesse étonnante à travers le village, comme si les haies elles-mêmes le murmuraient de jardin en jardin. Dans la file d'attente à la poste, les murmures s'élevaient. Elle avait toujours un caractère colérique. « Vous savez, » déclara Madame Dalrymple, « un jour elle a frappé une fille chez le drapier à cause d'un ourlet mal ajusté. Demandez à n'importe qui. »« C'est une femme tranquille, » dit M. Holloway, le laitier. « Mais ce sont toujours. Elle est plus tranquille, n'est-ce pas ?» Même le jeune Geoffrey, qui roulait à toute allure à vélo devant les jardins ouvriers, rapporta à son ami Edward « Ma mère dit que mademoiselle Brindle est probablement une empoisonneuse. Ça se voit à sa démarche. » Pendant ce temps, Miss Marple était assise dans son modeste salon, une tasse de thé bien fraîche et un bas à moitié tricoté posé sur ses genoux. Le son de la radio était bas, et le tic-tac de l'horloge de la cheminée résonnait entre ses pensées. Au fil des 15 heures, elle avait acquis une certaine immunité face aux soupçons officiels. Les inspecteurs, constata-t-elle, étaient enclins à identifier ce qu'ils appelaient motif C, ensuite construire des récits entiers autour d'eux, sans jamais s'arrêter pour considérer que les gens se mentent souvent à eux-mêmes plus qu'aux autres. Elle prit un carnet qu'elle gardait près du rebord de la fenêtre. Elle y avait inscrit quelques colonnes discrètes, des noms, des comportements, des détails observés. Mademoiselle Brindle. Histoire connue. Vulnérabilité émotionnelle. Liée à la volonté sans aucune forme visible, à moins qu'elle ne soit au courant d'un changement. Elle avait peut-être un mobile, mais pas de caractère. Et puis il y avait cette note, celle sur « ce qui s'est passé en 43 ». Miss Marple tourna quelques pages pour trouver une entrée plus ancienne. C'était écrit « 1943 ». Un accident de la route. Albert Carwithen tué. Le conducteur n'a jamais été identifié dans le rapport final, mais la rumeur courait. Depuis longtemps que quelqu'un était avec lui au moment de l'accident. Quelqu'un qui avait pris la fuite. Miss Marple avait vécu la guerre comme tous les habitants du village. Elle se souvenait du rationnement, des ragots, des subtils changements de loyauté et de secret. Et elle se souvenait avec une netteté particulière d'une rumeur qui avait circulé un temps. Albert avait été vu ce soir-là avec un membre de la chorale. Mademoiselle Brindle? Peut-être, mais d'autres aussi. Il y avait eu l'assistant du fleuriste, l'accordeur d'orgue, même Alfred Bristow, bien qu'il le niât fermement, trop d'ombre d'un passé trop lointain. Et il ne faut pas confondre un long silence avec de la culpabilité. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit tranquillement au cottage de Leonard Carwithen. Il était désormais bouclé par des cordons de police et gardé par intermittence, mais l'agent de service, jeune et facilement distrait, la reconnut, d'un signe de tête respectueux.
« Je ne toucherai à rien, agent, dit-elle. Juste un peu d'air et un coup d'œil. Vous savez comme j'aime comprendre mon environnement. » À l'intérieur, l'espace était resté intact depuis la première inspection. Miss Marple se dirigea à nouveau directement vers le tiroir du buffet, non pas pour le fouiller, mais pour regarder en dessous. Elle s'agenouilla prudemment, ses doigts parcourant le bois jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une simple feuille de papier à musique pliée, presque invisible sur la moquette délavée. La notation lui était familière. L'écriture, à de Carl Whitten. Elle la reconnaissait grâce à de vieux feuillets de chorale, mais les notes étaient inégales, comme griffonnées à la hâte, et dans la marge, une ligne énigmatique « faille » avant la chute. Un jeu de mots musical, un message. Miss Marple y réfléchit. Fa dièse, en théorie tonale, une note aiguë, peut-être symbolique d'un avertissement. Mais avant la chute, biblique peut-être, ou littérale. Elle rangea la feuille dans son sac à main et partit discrètement, repensant non seulement au mot lui-même, mais aussi à la présence inhabituelle de cendres de pipe qu'elle avait remarquée quelques jours auparavant. Léonard avait arrêté de fumer, mais quelqu'un d'autre, semblait-il, n'y était pas parvenu. De retour à la sacristie, l'inspecteur Graves s'apprêtait à interroger formellement mademoiselle Brindle. Elle était déjà escortée par un agent de police, nerveux, silencieux, les joues pâles. Le révérend Galbraith marchait de long en large dans le couloir, passant un doigt sur la liste des hymnes que M. Carwithen avait préparés pour le déjeuner de printemps. Son doigt s'est arrêté sur « Conduisez gentiment la lumière », un hymne souvent joué lors des funérailles, rarement lors des célébrations. Le vicaire fronça les sourcils. Léonard savait-il que quelque chose allait arriver? Ce que les autres négligeant, Miss Marple le découvre discrètement. Miss Marple retourna à son cottage ce soir-là, tandis que le crépuscule adoucissait les recoins de Sainte Mildred. Le village, bien que plongé dans la lumière, bourdonnait, sous la surface comme une ruche en activité. Les rideaux frémirent, les feux s'attisèrent, et les lumières du salon brûlèrent plus longtemps que d'habitude, tandis que les familles, assises près des radios, guettaient la moindre information sur l'organiste disparu. La version officielle, prononcée par l'inspecteur Graves plus tôt dans la journée, était qu'une « personne d'intérêt » avait été interpellée pour interrogatoire officiel. Aucune arrestation, aucun corps, juste le brouhaha constant de la justice dans la boue, toujours pas réglé. On a dit que Miss Brindle n'avait presque pas prononcé un mot au cours de son entretien. Miss Marple, quant à elle, avait préparé son thé à 7 heures précises, grillé un crumpet et s'était assise à son petit bureau pour étudier la partition de musique notée à la hâte récupérée sous le tiroir du buffet, de Leonard Carwithen. Elle le déposa à côté du programme des cantiques de l'église. La note « Femme sable avant la chute » la troublait, non pas à cause de son mystère musical, mais à cause du désespoir humain qu'il semblait contenir. Léonard avait noté cela à la hâte, au dos d'un papier à musique, et l'avait caché, presque par réflexe, là où il ne serait pas facile à trouver. Ni dans un tiroir, ni sur son bureau, mais caché sous un meuble, comme s'il se savait observé. Miss Marple plissa les yeux en regardant la mesure dessinée à la main. Le fa dièse semblait déplacé, placé devant une progression inachevée qui s'arrêtait à mi-chemin. Mais ce qui la frappa vraiment, c'était la pression inégale de l'écriture. Il avait écrit debout, ou peut-être penché. L'inclinaison irrégulière de la clé trahissait l'anxiété, et une petite déchirure dans le coin du papier, là où le bord avait été trop pincé. Non pas la main d'un homme qui maîtrise son texte, mais celle d'un homme sous la contrainte. Elle passa doucement ses doigts sur la surface. Là, juste au-dessus des lignes de la portée, se lisait la faible empreinte d'un autre mot, presque invisible à l'œil nu. Elle inclina la feuille sous la lumière de la lampe. Sacristie. C'était écrit, puis effacé ou effacé. À peine visible, mais présent. Miss Marple se redressa légèrement. La sacristie, encore.
D'abord, la note laissée par Léonard dans son registre d'orgue mentionnait quelqu'un qui en savait trop. Et maintenant ceci, une autre allusion cachée à ce seul endroit qu'elle avait déjà trouvé étrange. La serrure de la sacristie avait été huilée, bien que la pièce fût rarement utilisée en dehors de l'office du dimanche. Pourquoi Léonard, créature d'habitude, y aurait-il soudainement affaire? Elle prit son panier à tricot et en sortit, une petite clé en laiton cachée sous le fil. Elle l'avait empruntée des années auparavant lors d'une semaine de composition florale et avait oublié de la rendre. Le révérend Galbraith ne l'avait jamais réclamée. Elle se leva, s'enveloppa dans son châle et glissa la clé dans son sac à main. Il était un peu plus de 9 heures lorsque Miss Marple arriva à l'église. Les portes grinçaient, juste assez pour la faire s'arrêter, mais l'obscurité était accueillante, familière. Sainte Mildred, la nuit, n'était pas sinistre, seulement silencieuse. La lune dominait le clocher, et l'herbe du cimetière, fraîche et argentée, scintillait de rosée. Elle entra par la porte latérale et se dirigea doucement vers la sacristie. La grande porte en chêne émit un léger grincement lorsqu'elle tourna la clé. À l'intérieur, la pièce était bien rangée. Des étagères, un porte-manteau, une petite cheminée avec des recueils de cantiques soigneusement rangés dans un panier à proximité. L'air y était plus frais, comme si la pièce conservait ses secrets bien après le départ de la chaleur. Elle s'approcha de la cheminée et inspecta l'âtre. Il y avait de légères traces de cendres, récentes. Plus d'un feu avait été allumé, ici cette semaine. Elle a ouvert le panier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de service reliées, certaines copies en lambeaux de le livre de la prière commune, et une enveloppe glissée entre les couvertures d'un recueil de cantiques. L'enveloppe n'était pas marquée. Elle l'ouvrit avec une délicatesse méticuleuse. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier pliées, jaunies sur les bords, mais récentes. La première était une lettre écrite d'une écriture précise et précise. « Léonard, vous. Pensez peut-être que votre silence protège l'Église, mais il ne vous protège pas. Si ce témoignage fait surface, je serai obligé d'expliquer ce qui s'est passé en 1943, non seulement à la famille, mais aussi à l'évêque. Nous faisons tous des choix. Je vous suggère de garder à l'esprit que certains d'entre nous ne peuvent pas se permettre d'être exposés. Il n'y avait pas de nom. Le deuxième document était un document juridique partiellement rempli, un amendement au testament initial. Daté de quelques semaines seulement, il réaffectait une partie de l'héritage du fonds de réparation de la sacristie de l'église à un bénéficiaire privé non spécifié. Le nom avait été biffé à la hâte. Miss Marple n'en distinguait que le début. Elle s'arrêta. Alfred Bristow, ce marguillier de longue date, avait été au cœur de l'administration de Sainte Mildred pendant près de 2 décennies. Il était digne de confiance, respecté, incontesté. Mais mademoiselle Marple se souvenait d'un détail de ses propres archives. Bristow avait également été trésorier lors de la réunion budgétaire de reconstruction en 1943, l'année de l'accident. Le troisième document était le reçu original d'un cabinet d'avocats de Market Harlington, confirmant que Léonard avait effectivement entamé le processus de révision de son testament. Le mobile était donc clair. Léonard s'était méfié de son entourage, craignait les conséquences de son Nouveau Testament et tentait de se protéger en cachant des bribes de vérité. Et quelqu'un l'avait su. De retour au village, l'inspecteur, Graves était toujours convaincu que mademoiselle Brindle était la clé de tout. Il lui avait rendu visite après l'entretien et l'avait trouvée renfermée mais résignée. « J'ai peut-être rendu visite à Léonard la veille du déjeuner », avait-elle finalement admis. Il semblait perturbé. Il parlait de remettre les choses en ordre. Je lui ai dit que certaines choses étaient impossibles à arranger. « L'as-tu menacé ? Je l'ai aimé autrefois, murmura-t-elle, et je n'ai toujours pas réussi à le sauver de lui-même. » Graves, malgré toutes ses méthodes, commençait à sentir que le mobile
si c'était le sien, était trop flou, trop imprégné de chagrin et non de gain. Et puis vint l'appel. Un gardien d'église, arrivé tôt pour préparer les prières du jeudi, avait ouvert le portail du jardin et aperçut quelque chose à moitié enterré près du pied, du vieil if. La police fut appelée. Des tombes arrivèrent immédiatement. Ils ont déterré un paquet de tissus. À l'intérieur se trouvait le manteau de Leonard Carwithen, déchiré et sali, sa montre, une partition, et autre chose, une petite pipe, usée. Le bec était fissuré. L'inspecteur. Greve le tourna dans sa main gantée. Carwithen avait arrêté de fumer il y a des années. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement à sa fenêtre, l'enveloppe et son contenu remis dans son panier à tricot. Elle n'avait pas encore prévenu la police, pas avant d'en être certaine. Le tuyau, le fa dièse avant la chute, le testament inachevé, la serrure huilée de la sacristie. Quelqu'un avait paniqué. Quelqu'un avait tenté d'effacer l'ultime acte de vérité de Léonard. Mais comme Miss Marple le savait par expérience, les gens qui commettent des actes désespérés oublient souvent les plus petites choses. Un détail, un regard, une habitude, brisée. Et quelque part dans le tissage de tous ces fils, la vérité attendait, silencieuse mais pas oubliée. Vendredi matin, le village de St. Mildred's s'éveilla dans une humeur aussi troublée que les nuages d'avril qui planaient sur le clocher. Le vent avait tourné pendant la nuit, et avec lui un froid qui balayait les ruelles étroites et longeait les maisons de pierre, s'enroulant comme une suspicion autour de chaque porte. La nouvelle de la découverte sous l'if, le manteau, de Leonard Carwithen, ses effets personnels et cette pipe inquiétante et inconnue, avaient circulé malgré les efforts de l'inspecteur Graves pour la récupérer discrètement. Dans des villages comme celui-ci, la discrétion durait rarement. Au-delà du glas du matin, les cloches de l'église ne sonnèrent pas ce jour-là. Non pas à cause de l'absence de Léonard, elles étaient restées silencieuses toute la semaine, mais parce que l'ambiance ne convenait plus à leur joie. Au bureau de poste, Madame Arkwright affirma avec autorité que la mort de Léonard était désormais certaine. Aucun homme n'enlève son manteau au milieu de la nuit pour le cacher sous un arbre, à moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de terrible, dit-elle gravement, déposant un shilling pour ses timbres. Chez l'épicier, Madame Dalrymple murmura que Mademoiselle Brindle était devenue pâle comme un linceul lorsqu'on lui avait parlé de la pipe. « Croyez-moi, dit-elle à Mademoiselle Nettie Pringle, horrifiée, il y a plus qu'un amour non partagé enfoui dans son passé. Mais, dans sa chaumière près du cimetière, Miss Marple ne se livrait pas à des spéculations. Elle examinait les faits avec la concentration constante de quelqu'un qui enfile une fine aiguille dans une broderie emmêlée. Elle avait, à ce moment-là, rassemblé les éléments suivants. Leonard Carwithen était en train de réécrire son testament. La nouvelle version a détourné une partie de sa succession du fonds de l'Église vers un bénéficiaire dont le nom commençait par Alfre. La sacristie avait été récemment visitée, ce qui était inhabituel, et utilisée comme cachette pour des documents sensibles. Une note. Fax avant la chute. Et une pipe abandonnée laissait entrevoir une rencontre avant. La disparition de Léonard, probablement avec quelqu'un qui fumait encore. Mademoiselle Brindle avait confirmé une visite troublée à la veille de la disparition, mais rien dans son comportement ne correspondait à la malveillance nécessaire à une telle dissimulation. Et puis, bien sûr, il y avait Alfred Bristow Marguillier, trésorier de cœur, pieux en public et en privé. Qu'un homme aux ambitions discrètes. Miss Marple l'avait souvent observé. Sa façon de rester près de la table de communion un peu trop longtemps après l'office, sa façon de corriger les sermons du révérend Galbraith avec des notes bibliques pendant le thé, toujours serviable, toujours précis, et pourtant le cœur humain est rarement bien rangé. Miss Marple le savait mieux que quiconque. Cet après-midi-là, elle se rendit à l'église sous prétexte de livrer de l'eau de lavande aux dames qui astiquaient habituellement les bancs le vendredi. À l'intérieur, elle trouva le révérend,
en train de discuter à voix basse avec Alfred Bristow près de la balustrade de l'autel. Ils se turent à son approche. « Pardonnez-moi, révérend, dit-elle gentiment. Je n'ai apporté ceci que pour Madame Poole. J'ai entendu dire qu'elle avait eu un terrible mal de tête dimanche dernier. C'est tout à fait compréhensible vu les récents bouleversements. » Le révérend hocha la tête, quoique distraitement. Alfred Bristow, cependant, lui adressa un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Toujours attentionné, « Miss Marple, dit-il, j'ai bien peur que ces dames ne soient pas là aujourd'hui. La plupart sont encore sous le choc. Oui, dit-elle en le regardant attentivement. Ces temps-ci nous mettent les nerfs à rude épreuve, même les plus fidèles d'entre nous. Elle posa la bouteille sur une table basse et se tourna légèrement vers le révérend. L'un d'entre vous sait-il qui a eu accès aux clés de l'église ces 2 dernières semaines? J'ai parlé à l'agent Reed hier et il m'a dit que la serrure de la sacristie avait été récemment révisée. Alfred prit la parole aussitôt. J'ai eu le seul ensemble, à part celui du révérend. Procédure standard, bien sûr. Je m'occupe de l'entretien courant, je vérifie les recueils de cantiques, je polis les cuivres, ce genre de choses. La voix de Miss Marple resta douce. Vous deviez donc être très proche de M. Carwithen. Vous avez travaillé ensemble pendant des années. Un bref éclair passa sur l'expression d'Alfred. Nous nous respections les uns les autres, a-t-il déclaré. Le respect est une belle chose, répondit Miss Marple. Même si j'ai toujours trouvé que c'est la confiance qui devient plus délicate avec l'âge. Léonard était un homme qui valorisait les deux. La révérende se tortilla mal à l'aise, devinant la direction de ses questions. Mais elle se contenta de sourire et de partir. Elle avait ce dont elle avait besoin. Un changement subtil de posture, un tressaillement d'hésitation. Ce soir-là, elle demanda à parler discrètement à l'inspecteur Graves. Bien que sa patience pour les déductions villageoises, comme il le disait un jour, fût à bout, il commençait à reconnaître que l'instinct de Miss Marple était souvent, et de façon peu commode, juste. Elle présenta le codicille déchiré, elle décrivit l'empreinte du mot vestry sur la partition. Puis, de son ton doux et caractéristique, elle décrivit le disque impeccable d'Alfred Bristow, si impeccable en fait qu'il portait le vernis artificiel de quelqu'un qui connaissait suffisamment bien le système pour ne laisser aucune empreinte. « Vous pensez que Bristow a intercepté le testament révisé ?» demanda Graves. « Je pense qu'il l'a vu. Je pense qu'il a compris ce que cela signifiait, » dit-elle. « Il a tenu les registres financiers de cette église pendant 20 ans, inspecteur. Il savait précisément comment protéger sa position. Si Léonard avait eu l'intention de détourner des fonds ailleurs, peut-être pour régler une vieille dette ou subvenir aux besoins de quelqu'un, cela n'aurait pas du tout convenu à M. Bristow. » Graves fronça les sourcils. « Mais nous n'avons aucune preuve qu'il lui ait fait du mal. »« Pas encore, » répondit Miss Marple, « mais je crois que Léonard essayait de signaler quelque chose dans cette notation. Face avant la chute, un indice musical, certes, mais aussi une confession, une chute de caractère ou de foi, et fa dièse. Eh bien, jouez-vous de la musique, inspecteur ?» Il secoua la tête. Dans certaines tonalités, le fa dièse introduit une tension, a-t-elle expliqué. Il accentue l'harmonie, il la rend plus délicate. Grave cligna des yeux. Alors, tu dis, je dis que Léonard sentait le danger monter, et il a laissé tous les indices possibles avant de disparaître. Pendant ce temps, dans le jardin du presbytère, le révérend Galbraith marchait lentement en rond parmi les haies. Il avait reçu une lettre anonyme plus tôt dans la journée, sans signature, sans adresse. Mais l'écriture était indubitable. On pouvait y lire « Vous ne savez pas ce que vous protégez. Regardez sous le registre de la sacristie. » Il est retourné à l'église après le crépuscule et a fait exactement cela. Là, glissé sous le registre paroissial, dans le cabinet, de la sacristie se trouvait une enveloppe, scellée à la cire, adressée de la main caractéristique de Léonard Carwithen. À ouvrir seulement si je suis absent. Le révérend s'assit lourdement. De l'autre côté de la rue,
La lampe de Miss Marple brûlait encore, projetant une douce lueur sur ses rideaux de dentelle. Elle était assise tranquillement à son tricot, l'air chaud du feu, ses pensées alignées comme des mailles. Bientôt le grand livre serait ouvert, et avec lui, le dernier secret que Leonard Carwitton avait tant essayé de protéger. Une nouvelle révélation approfondit le mystère et déplace l'attention. Lendemain matin, un silence régnait dans le presbytère, semblable à celui qui suit une forte chute de neige, épais, étouffant, plein d'attente. L'enveloppe laissée par Leonard Carwitton fut ouverte peu après l'aube, sous l'œil attentif du révérend Galbraith et en présence de l'inspecteur Graves, convoqué avec une urgence qui le surprit lui-même. Miss Marple, discrètement informée par la gouvernante du vicaire, se rendit chez nous après le petit déjeuner. Elle arriva comme toujours avec un accueil chaleureux et une expression posée qui ne trahissait ni précipitation ni surprise. Le révérend Galbraith l'accueillit dans son bureau. Il était pâle, ses lunettes enfoncées haut sur son front, les doigts caressant les bords d'un mouchoir. « Je crains que la situation ne soit bien pire que ce que nous imaginions, mademoiselle Marple, » dit-il en désignant une pile de documents, maintenant étalés sur le bureau. Léonard a laissé une déclaration complète. Il craignait d'être suivi, voire menacé. Et il pensait que quelqu'un, il ne précise pas qui, avait déjà tenté de saboter ses efforts pour modifier le testament. Il déglutit. Il accuse quelqu'un de détournement de fonds, pas maintenant, mais pendant la guerre. Il pensait qu'une somme destinée au fonds de secours de l'Église en temps de guerre avait été détournée en 1943, et que la dissimulation avait impliqué de faux documents et la falsification de la succession de son défunt frère Albert. Miss Marple était assise tranquillement, son expression indéchiffrable. L'inspecteur Graves prit ensuite la parole d'un ton vif mais sans amertume. Il a joint une annexe, listant les noms de ceux qui avaient accès au compte à l'époque. Plusieurs d'entre eux ont disparu depuis longtemps, mais 3 sont toujours présents au village. L'un d'eux est Alfred Bristow. Le nom est tombé comme une pierre dans l'eau calme. Mais il y a autre chose, ajouta l'inspecteur. La dernière page de la déclaration était scellée séparément du reste. Nous l'avons ouverte ce matin. Il passa la feuille à Miss Marple, qui ajusta ses lunettes et lut lentement. S'il m'arrive quelque chose avant la résolution de cette affaire, je demande que ces documents soient remis à mademoiselle Jane Marple de Church Lane. J'ai plus confiance en son jugement qu'en celui de n'importe quel magistrat. Elle voit ce que les autres ignorent. Une pause. La voix du révérend Galbraith était très basse. Léonard avait peur, Miss Marple. Il craignait d'avoir attendu trop longtemps avant de parler. Et je crains qu'il n'ait eu raison. Le village était encore sous le choc de la nouvelle discrète de cette déclaration lorsqu'une deuxième perturbation, plus urgente, a frappé St. Mildred juste après midi. Le jeune Geoffrey Barnes jouait derrière l'école avec un cerf-volant fabriqué à partir de vieux cantiques et de ficelles lorsqu'il aperçut quelque chose d'étrange près de la lisière du bois de Bindle. Un morceau de tissu déchiré accroché à une ronce. D'un naturel curieux et d'un goût prononcé pour l'aventure, il le suivit. Ce qu'il a trouvé n'était pas le corps, mais c'était serré, une sacoche, à moitié enfouie sous les feuilles. Autrefois en cuir, peut-être marron, elle avait été ternie par le temps et les intempéries, lui donnant une teinte plus terreuse. À l'intérieur se trouvèrent les pages manquantes du registre personnel de Leonard Carwitton, celles-là même que le vicaire avait déclarées manquantes dans les archives de l'Église. Ils étaient humides mais intacts, et Geoffrey, qui en savait assez grâce aux conversations des adultes pour comprendre leur importance, courut avec eux directement au bureau du gendarme, les jambes en l'air et la voix haute tout le long du chemin. En moins d'1 heure, l'inspecteur Graves les avait étalés sur la table de la sacristie. Miss Marple était là ainsi que le révérend qui semblait de plus en plus accablé par la gravité de ce que les papiers de Léonard avaient révélé. Les registres racontaient une histoire sombre. Au cours des années 1943 et 1944,
Des sommes importantes ont été retirées du fonds de secours paroissial et transférées sur un compte fictif sous le nom Ma. Bister, une faute d'orthographe qui n'était manifestement pas une erreur du tout. Les fonds ne sont jamais parvenus au diocèse, murmura Graves en désignant les signatures manquantes et les reçus falsifiés. Carl Wheaton n'a dû le découvrir que récemment. Pas étonnant qu'il ait craint des représailles. Miss Marple hocha lentement la tête. Et maintenant, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Léonard ne se contentait pas de réviser son testament. Il se préparait à dénoncer quelqu'un. « Mais pourquoi ne pas aller directement à la police ?» demanda Graves. « Pourquoi cacher des documents dans des recueils de cantiques et derrière des registres? Pourquoi coder des choses dans des jeux de mots musicaux ?» Miss Marple croisa les mains, parce que Léonard ne faisait pas confiance au système. Il craignait qu'un proche de l'Église, une figure de longue date et des amis bien placés. Mais il me faisait confiance, et il espérait que quelqu'un finirait par l'écouter. Elle marqua une pause. Ou peut-être savait-il qu'il n'aurait pas le temps de parler ouvertement. Alors il a écrit ce qu'il pouvait. Ce soir-là, le conseil paroissial fut convoqué en urgence sous prétexte de divergence interne au clergé. Alfred Bristow arriva à l'heure, comme toujours, vêtu de son élégant gilet gris et tenant son registre des procès-verbaux. Mais son comportement habituellement affable était fragile. Il s'assit à côté de Madame Purwell, de la guilde de l'hôtel, et en face de M. Clegg, qui s'occupait de l'entretien du clocher, et écouta le vicaire lire une déclaration préparée sur les fonds de secours manquants, les registres et les matériaux nouvellement découverts. Bristow ne répondit pas. Il ne fit aucune objection. Il se contenta de remuer sur son siège et de regarder par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Miss Marple regardait depuis le fond de la pièce. Elle a vu le scintillement. Le changement. Le souffle qui s'est légèrement arrêté à la mention du Noma. Bister, elle savait que Léonard avait découvert la vérité, mais pas à temps pour la partager publiquement. Après la réunion, Miss Marple rentra chez elle sous les premières étoiles, les pensées calmes mais persistantes. En passant devant la haie près du portail de la chapelle, elle marqua une pause. Quelque chose, une légère odeur, flottait dans l'air. Tabac. Pas le mélange puissant des cigarettes commerciales, mais le côté doux et amer de la fumée, de pipe emballée à la main. Elle se tourna lentement, scrutant la ruelle. C'était vide, mais l'odeur persistait. Elle n'attendrait plus. Il était temps d'affronter le problème directement. Cette nuit-là, Alfred Bristow reçut un visiteur, pas l'inspecteur Graves, pas le vicaire, mais Miss Marple, calme, posée, portait un paquet de lin soigneusement enveloppé de ficelle. Il contenait la sacoche de Leonard Carwitton, les lettres, les registres, la notation avec la phrase « F et passe avant la chute » et une question tranquille. « Tu savais qu'il l'avait découvert, n'est-ce pas ?» Bristow la regarda pendant un long moment. Puis, lentement, il ferma les yeux et expira. Une confrontation délicate et un jeu subtil de vérité et de pression. L'air dans le salon d'Alfred Bristow était étrangement calme. Pas de tic-tac d'horloge, pas de bouilloire qui sifflait. Dehors, la lune projetait un argent diffus sur les toits de chaume bas de St. Mildred. Mais à l'intérieur de la maison, de Candlewick Lane, il n'y avait que la lumière des lampes et le silence. Miss Marple était assise, ses gants soigneusement pliés sur ses genoux. En face d'elle, Alfred Bristow restait parfaitement immobile, les muscles de sa mâchoire à peine mobiles, les yeux fixés sur le paquet de linge ouvert posé sur la table à thé. Le registre était là, à côté du dernier mot de Leonard Carwitton. La sacoche en cuir usé avait été délicatement ouverte, mais son contenu suffisait à briser une vie d'apparence soignée. Et pourtant, Miss Marple n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas accusé. Elle avait simplement offert du thé à Alfred, léger, sans sucre, et avait parlé avec ce ton bienveillant et observateur qui la rendait d'autant plus désarmante. « Voyez-vous,
dit-elle doucement. Léonard était un homme précis. S'il avait soupçonné quelque chose, il n'aurait rien dit sans document. Et pourtant, il a attendu. C'était gentil de sa part, d'une certaine manière. Il a dû vous donner toutes les chances de rectifier le tir. Bristow ne dit rien. Ses yeux étaient fixés sur la note griffonnée dans la marge, efface avant la chute. Formule étrange, ajouta Miss Marple. Mais Léonard avait un goût prononcé pour la métaphore. Il m'avait parlé un jour de la façon dont une seule note mal jouée peut transformer la beauté en dissonance. Je crois qu'il voulait me mettre en garde. Finalement, Bristow changea de position. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était basse et sèche. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était après la guerre. Le chaos, les pénuries, la pression pour réparer et reconstruire. Sans rien, les fonds de la paroisse restaient inutilisés. Inutilisés pendant que le toit fuyait et que les secours tardaient. Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. Alors vous les avez redirigés. J'ai compté chaque centime, rétorqua-t-il. Puis, baissant à nouveau la voix, j'avais l'intention de le remettre à sa place, mais il y avait des dépenses, des entrepreneurs, des accords secrets, qui n'ont jamais été consignés dans les registres officiels. Et puis Albert Carwitton est mort, et tout a basculé. Il se leva et se dirigea vers l'âtre, comme si la vieille grille en laiton pouvait lui accorder l'absolution. Léonard était dévasté. Il pensait que son frère avait laissé au monde une dette morale. Lorsqu'il a hérité du domaine, il a commencé à poser des questions discrètes, mais suffisamment pour me rendre nerveux. Miss Marple hocha la tête, toujours d'un ton calme. Et vous avez ainsi fait en sorte qu'il ne trouve pas les réponses trop facilement. J'ai déplacé quelques documents, j'ai modifié quelques détails, rien de malveillant. Il marqua une pause. Mais il y a 2 semaines, il m'a dit qu'il modifiait son testament. Il a dit qu'il avait quelque chose à rectifier. C'est là que j'ai compris qu'il avait dû trouver les registres. Miss Marple croisa les mains. Et ensuite, il y eut un silence. Les doigts de Bristow crispèrent le bord de la cheminée. Il m'a demandé de le rencontrer. Il m'a dit qu'il ne cherchait pas à dénoncer qui que ce soit, mais simplement à s'assurer que l'Église ne porte pas le fardeau d'un scandale caché. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Je ne l'ai pas cru. J'ai pensé, peut-être, à tort, qu'il avait l'intention d'utiliser les documents contre moi. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. L'as-tu menacé? Je l'ai confronté. C'est tout. Nous nous sommes rencontrés près du bois de Bindle, juste après la limite de la chapelle. Je lui ai dit de laisser le passé enfoui. Et il a refusé. Il a dit qu'il avait déjà préparé une déclaration, que s'il lui arrivait quelque chose, le vicaire en serait informé. La voix de Bristow se brisa légèrement. C'est là que j'ai paniqué. J'ai attrapé la sacoche, je l'ai bousculé. Il a trébuché. Il est tombé dans la pente derrière les ronces. J'ai couru. Miss Marple resta silencieuse. « Alors, il n'est pas mort ?» Bristow se retourna lentement. « Je ne sais pas. » Sa voix était devenue creuse. Je ne l'ai plus jamais revu. 1 heure plus tard, Miss Marple se tenait devant la maison de Bristow, tandis qu'une fine bruine commençait à tomber. La rue était déserte, à l'exception d'un chat solitaire qui observait depuis le rebord d'une fenêtre. Elle rapprocha son châle et se dirigea sans se presser vers la gendarmerie. Lorsque l'inspecteur Graves la rejoignit dans son bureau, elle avait déjà exposé la séquence, la découverte de Léonard, ses avertissements codés, la confrontation de Bristow et la sacoche manquante, désormais retrouvée. Graves fronça les sourcils et se passa la main sur le front. Il dit-il ne sait pas ce qui s'est passé après la chute, mais nous n'avons toujours pas retrouvé le corps, ni Léonard lui-même. « Non, » répondit Miss Marple, « mais je crois que nous savons maintenant où chercher. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une petite carte du village et des bois environnants, sur laquelle elle avait marqué plusieurs sentiers de promenade avec de délicats coups de crayon. Il y a une pente envahie par la végétation derrière le buisson de ronces où la sacoche a été trouvée, dit-elle. Elle descend vers un ruisseau étroit.
C'était un ancien sentier de l'époque de la guerre, presque oublié aujourd'hui. Mais Léonard l'aurait su. S'il était tombé, il aurait pu être blessé, ou caché. Grave plissa les yeux vers la carte. S'il est vivant, alors il faut le retrouver, dit-elle simplement. Et s'il ne l'est pas, alors au moins que la vérité soit pleinement rétablie. Des recherches ont été lancées à l'aube. Graves, 2 agents de police et plusieurs volontaires ratissèrent la lisière du bois de Bindle. La pluie avait ameubli le sol et des empreintes de pas, certaines plus récentes que d'autres, laissaient une trace visible. C'était encore le jeune Geoffrey qui criait depuis le bas de la pente, près d'un arbre abattu et couvert de mousse. « Ici, il y a quelque chose. Là-dessous. » Ils se rassemblèrent rapidement. Sous un fourré de branches emmêlées et de feuilles mouillées gisait une silhouette pâle, immobile, vêtue des restes en lambeaux du manteau de Leonard Carwithen. Mais il respirait, inconscient mais vivant. Au bloc opératoire, le docteur Penhallow secoua la tête, incrédule. Il est déshydraté, affamé, bras cassés. Probablement une commotion cérébrale, mais il survivra. Quelle chance, vraiment. Si le garçon n'avait pas trouvé ce manteau, Miss Marple hocha faiblement la tête. Non, dit-elle, ce n'était pas de la chance, c'était Léonard lui-même. Il a laissé sa propre trace. Plus tard dans la soirée, tandis que les cloches de l'église sonnaient faiblement l'Angélus, Miss Marple rentra chez elle, lasse mais satisfaite. Elle savait depuis le début que Leonard Carwithen n'avait pas disparu de son plein gré. Cet homme avait passé sa vie à écouter les lentes vérités de la musique, la façon dont une note, jouée tôt ou tard, pouvait transformer une composition entière. Il avait fait la même chose avec la vie. Et par un ultime acte de courage, il avait composé sa propre sauvegarde. Un testament en fragments, une supplication codée, une chute pleine de sens. Le démasquage silencieux et la vérité qui attendait sous le silence, le lendemain matin, il pleuvait doucement, une de ces pluies anglaises douces et persistantes qui noircissent les pavés et polissent les haies comme des miroirs. Le genre de temps qui ne s'arrête jamais vraiment, mais qui semble s'abattre sur le village, comme un sillage inachevé. Dans le salon de son cottage, Miss Marple était assise comme toujours, un pot de Ceylan infusant à côté d'elle et un gant fraîchement raccommodé sur ses genoux. Mais ce jour-là, elle ne tricotait pas, ne lisait pas et n'observait pas les moineaux à travers la vitre. Elle attendait, et à 10 heures précises, l'inspecteur Graves arriva, chapeau à la main, le visage rouge à cause du temps et peut-être de ce dont il venait de sortir. « Carwithen est réveillé, dit-il. »« Je le pensais bien, » répondit doucement Miss Marple. « Il a toujours eu une constitution robuste pour un homme qui paraissait si fragile. » Graves hocha brièvement la tête et resta assis, raide. Il a confirmé la plupart des informations, la rencontre avec Bristow, l'avertissement, le soupçon d'avoir été suivi. Miss Marple lui servit une tasse de thé exactement comme il l'aimait, fort, avec un seul sucre. Elle ne dit rien, attendant simplement qu'il organise ses pensées. A dit que Bristow s'était mis en colère lorsqu'il avait évoqué le testament, qu'il s'était disputé près de la pente près du bois de Bindle. Bristow ne l'avait pas poussé, pas vraiment, il l'avait plutôt poussé, paniqué. Léonard avait trébuché sur une racine et avait roulé. Il s'était cogné la tête. Il avait perdu connaissance. À son réveil, il faisait nuit, et il n'arrivait plus à sortir. Graves marqua une pause. « Il est resté là 3 jours, Miss Marple. »« Oui, dit-elle doucement. Il attendait qu'on le trouve, et il a laissé des indices que nous pouvons suivre. » Grave jeta un coup d'œil à la sacoche sur son buffet, la désormais célèbre liasse de cuir contenant code, papier et vérité presque perdue. C'est remarquable qu'il ait eu la prévoyance de disperser ces indices, et plus remarquable encore que toi avais les suivre. Miss Marple esquissa un léger sourire. J'ai toujours pensé que les gens s'expriment le plus honnêtement dans ce qu'ils laissent derrière eux. Un mot dans la marge, une clé dans le mauvais tiroir, un choix d'hymne. Grave soupira.
Il se rétablira complètement, dit le médecin, et il veut te voir. Le lit d'hôpital de Leonard Carwithen était plongé dans le silence. La chambre privée du petit cabinet du docteur Penhallow était meublée simplement. Du linge blanc, un vase de jonquilles, et une chaise qui avait vu passer trop de visiteurs anxieux. Mais Léonard lui-même, bien que plus maigre et les joues creuses, était désormais alerte, le regard fixe sous ses sourcils gris. Miss Marple était assise à côté de lui. « On m'a dit que tu m'avais sauvé, Jane, » dit-il d'une voix rauque. « Ou du moins, tu as sauvé la part de moi qui comptait. » Miss Marple inclina la tête. « Tu t'es sauvé, Léonard. J'ai simplement suivi les notes que tu as laissées. » Il parvint à esquisser un léger sourire. « J'avais peur qu'on ne me croie pas. La plupart des gens qui disent la vérité ressentent cela, surtout lorsqu'ils s'en prennent à ceux qu'on prétend être irréprochables. » Il hocha la tête. « Alfred Bristow, je n'ai jamais voulu le détruire, je voulais seulement protéger l'Église. Mais en examinant les comptes, j'ai réalisé qu'il avait fait des choses que personne n'aurait soupçonnées. Tellement prudent, tellement précis. La confiance est la monnaie la plus fragile dans un village comme le nôtre, murmura-t-elle. Et Alfred en était riche, jusqu'à maintenant. » Le regard de Léonard se porta vers la fenêtre. « Y aura-t-il un procès? »« Ça oui, » répondit Miss Marple d'une voix calme. « Mais je soupçonne qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense. Il a déjà fait des aveux partiels. Le vol des fonds de l'Église, la falsification de la succession d'Albert, la confrontation. Il tentera de plaider l'ignorance quant à votre... Chut, mais cela pourrait ne pas suffire. » Il y eut un silence entre eux pendant un moment. « J'aurais seulement aimé, » dit lentement Léonard, « avoir été courageux plus tôt. » Miss Marple tendit la main et la posa doucement sur la sienne. « Mais tu as été courageux exactement au moment où cela comptait. » Le soir, le village bourdonnait de nouveau. Non pas de curiosité cette fois, mais d'une réflexion inquiète. La nouvelle était tombée. Alfred Bristow avait été démis de ses fonctions de marguillier en attendant son inculpation. La sacristie avait été scellée. Les fonds de secours, du moins ceux qui pouvaient être retrouvés, étaient en cours d'audit sous la supervision du diocèse. Le révérend Galbraith s'était adressé à l'Assemblée dans un sermon bref et émouvant. Il avait parlé d'intégrité, de justice, et des voix discrètes parmi nous dont la perspicacité ne doit jamais être ignorée. Il n'avait pas nommé Miss Marple, mais presque tous se tournèrent vers son banc pendant l'office. Même Madame. Dalrymple était devenue silencieuse, ses chuchotements habituels remplacés par une sorte de révérence sobre. « Je suppose, » dit-elle dans la file d'attente de l'épicier, « qu'on ne sait jamais vraiment savoir des gens, n'est-ce pas? » « Pas vraiment, même pas ceux qu'on voit tous les dimanches. » À quoi Miss Arkwright répondit, « Eh bien, elle le sait, elle le sait toujours. » Cette nuit-là, Miss Brindle frappa à la porte de Miss Marple. Elle paraissait plus âgée qu'il y a une semaine, mais aussi plus sereine. Elle portait un petit paquet enveloppé dans du papier fleuri et de la ficelle. « C'est de Léonard, dit-elle. Il m'a demandé de l'apporter. Il a dit que tu comprendrais. » Miss Marple l'a ouvert après son départ. À l'intérieur se trouvait une copie de « Conduisez gentiment la lumière », l'hymne que Léonard devait interpréter le jour de sa disparition, annoté au crayon avec de petites fioritures dans les marges, au bas de la page. Il avait écrit une ligne. Certaines vérités mettent du temps à arriver, mais elles finissent toujours par se réaliser. Elle le posa délicatement sur la table d'appoint, à côté de son tricot, et je suis resté assis longtemps, écoutant le vent tourner dans les cheminées et le bruissement du printemps entrant à travers les haies. Que reste-t-il après la justice et que retourne-t-il au silence? Le soleil printanier est revenu 2 jours plus tard, comme s'il n'avait fait qu'attendre son tour, se déployant sur les pelouses et les toits de Sainte Mildred, avec une douce chaleur qu'on n'avait plus ressentie depuis des semaines. La lumière se déversait à travers les rideaux de dentelle, illuminait les parterres fraîchement entretenus et encourageait la glycine sur le mur du presbytère à fleurir prudemment.
Et comme c'était si souvent le cas dans les villages anglais, le rythme de la vie reprit non pas par déni, mais par nécessité. Les enfants reprirent leurs jeux près du pré, leurs rires étant désormais teintés de regards attentifs. L'Église célébrait son office dominical avec moins de recueils de cantiques et des chants plus calmes. Une nouvelle organiste temporaire, la jeune Miss Beale de la paroisse voisine, avait été recrutée, et malgré sa compétence, il manquait quelque chose au phrasé. De la profondeur peut-être, ou de l'histoire. Les enfants de chœur qui avaient autrefois taquiné Léonard Carwitton dans son dos pour son manque de précision dans le sens des pages, parlaient désormais de lui avec la douce révérence que les enfants réservent aux mystères qu'ils commencent à peine à comprendre. Léonard, quant à lui, resta au cabinet médical sous l'œil attentif du docteur Penhallow. Il guérissait progressivement, tant physiquement que mentalement. Miss Marple lui rendait visite tous les après-midi à 16 heures, lui apportant des sablés et de temps en temps des recueils de poésie. Le mardi, elle lui apporta un nouveau stylo. « Vous en aurez besoin, » dit-elle doucement, « si vous voulez terminer votre déclaration correctement. » Il hocha la tête, prenant déjà des notes dans la marge de son journal de convalescence. Il y a beaucoup à raconter, tant de petites omissions, et une grande trahison. Miss Marple sirotait son thé en l'observant par-dessus le bord de sa tasse. « Oui, mais tu as déjà fait preuve de courage, Léonard. Tu as laissé la vérité éclater au grand jour et, ce faisant, tu as rappelé à ce village ce qu'il avait presque oublié, qu'une surface calme peut cacher des eaux très profondes. » Il la regarda avec une gratitude silencieuse. « Et toi, Jane, tu m'as rappelé ce qu'est vraiment la gentillesse. » À la fin de la semaine, des accusations formelles avaient été portées contre Alfred Bristow. Ses aveux étaient partiels, mais suffisants. Détournement de fonds de l'Église, falsification de documents juridiques, obstruction. La police estimait que la chute de Léonard était involontaire. Il n'y avait aucune preuve de préméditation, et la poussée avait eu lieu dans un moment de panique plutôt que par malveillance. Pourtant, le poids de 20 années de dissimulation avait sa propre gravité. Bristow démissionna de tous ses postes. Il quitta le village le jour même de la finalisation des accusations, discrètement, dans une voiture conduite par son neveu. Il ne s'arrêta pour dire au revoir à personne. Personne ne lui fit signe de la main depuis son porche. Miss Marple le regarda partir depuis sa fenêtre. Elle ne jubilait pas. Elle ne le jugeait pas. Elle a simplement réfléchi, comme elle le faisait toujours, aux complexités du cœur humain. « Je constate souvent, » murmura-t-elle, « que le mal commence rarement par une intention. Il commence par des excuses. » L'Église, autrefois centre de l'ordre rigoureux de Bristow, affichait désormais une autorité plus douce. Le révérend Galbraith avait repris ses fonctions avec un air de contrition qui ne passa pas inaperçu. Son sermon suivant, prononcé sous une tribune temporairement obscure, ne parlait pas de châtiment mais d'humilité. « Nous ne mesurons pas la justice à l'absence de péché, » a-t-il dit, mais à la volonté de rechercher la vérité, même lorsque cela nous coûte notre confort. Il y avait peu d'yeux secs dans les bancs ce jour-là. Mademoiselle Brindle assista à la messe, assise au fond comme toujours. Elle garda la tête haute, même si ses mains tremblaient. Après la cérémonie, elle déposa un lys sur le banc de l'orgue. Elle ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. Le siège de Léonard resta vide. Un hommage silencieux, aussi significatif qu'une plaque. Miss Marple reprit sa routine quotidienne. Raccommodage, promenade, observation. Elle tailla ses roses, discuta panais avec M. Holloway et écrivit une lettre à sa nièce à Torquay. Pourtant, comme toujours après une enquête, un léger changement se produisit dans son attitude. Un adoucissement, une sorte de paix. Un après-midi, Geoffrey Barnes est apparu à sa porte avec une petite boîte. « Ma mère dit que tu aimes les bonbons au citron, » dit-il avec un sourire gêné, « et je voulais te remercier. Pour M. Carwitton, et pour ne pas être ennuyeux comme la plupart des adultes. » Miss Marple rit en prenant la boîte.
Merci, Geoffrey, c'est le plus beau compliment que j'ai reçu de la semaine. Il rougit et s'éloigna à toute vitesse sur son vélo, la roue grinçant au rythme de son pédalage. Elle le regarda disparaître derrière la haie, puis revint à l'intérieur. Sur la table de sa cuisine se trouvait l'exemplaire de Conduisez, gentiment la lumière l'hymne annoté de Léonard. Elle l'ouvrit, et ses yeux revinrent sur le vers qu'il avait écrit « Certaines vérités mettent du temps à arriver, mais elles finissent toujours par se réaliser. » Elle comprenait cela mieux que la plupart. Une semaine plus tard, alors que le village se rassemblait pour le concours annuel de la Spring Garden Society, reporté mais pas oublié, les motifs familiers ont refait surface. Des scones ont été jugés, des rubans ont été remis, et des jeunes filles ont fait défiler des paniers de lavande, tandis que leur mère faisait semblant de ne pas se soucier du jugement. Miss Marple se tenait à côté de ses pivoines, primée, engagée dans une conversation douce avec Madame Dalrymple, qui tentait une concession gracieuse après avoir perdu la coupe en argent pour le meilleur arrangement de bordure. « Je dois admettre que tes nuances sont remarquables, Jane. Ça attire, dit-elle avec un sourire pincé. Et c'est Dahlia, je me demande comment tu fais pour les rendre si précis. Oh, dit Miss Marple en regardant à travers ses lunettes, je crois que c'est surtout une question de patience. Et, de temps en temps, de décapitation. Elle sirota sa limonade et sourit. Le village de Saint Mildred avait changé, mais seulement légèrement, et seulement dans les domaines qui comptaient. Les bancs étaient encore polis. Les jardins étaient encore fleuris. Les ragots continuaient de fleurir dans les coins, mais il y avait aussi un respect plus profond maintenant, pour le silence, pour la vérité, pour la force tranquille d'une dame âgée portant des gants en dentelle et un chapeau de soleil qui voyait toujours ce que les autres choisissaient d'ignorer.